On finit par être traversé par une idéologie qui nous est toujours implantée, qu'on entend toujours. Et c'est seulement parce qu'on l'a entendu 100 fois qu'on finit par le prendre pour une évidence. Toute l'information transige par les médias de masse qui sont de plus en plus contrôlés. Et puis même, c'est une information qui, en bout de ligne, ne cherche plus à défendre nos intérêts, mais à nous faire passer la privatisation du système de santé comme étant inévitable, une baisse d'impôts comme étant absolument nécessaire. Et puis, il est difficile de se faire une tête là-dessus. Et c'est ce qui fait que, par exemple, à l'Institut économique de Montréal, financer des écoles publiques, ben non, ce qu'il faudrait faire, c'est laisser aux parents le choix de choisir l'école privée qu'ils veulent avoir. Avoir de l'électricité comme service collectif de propriété publique par Hydro-Québec, ben non, ce qu'il faut, c'est des sociétés privées d'électricité. Et ce qu'ils vont nous dire, c'est que c'est tout le temps optimal dans ce temps-là, quand les choses sont privées, quand c'est laissé par les forces du marché. Chaque année, d'un côté, on nous dit que le PNB a augmenté de 2 a augmenté de 3 a augmenté de 4 On voit les taux de rendement sur les capitaux, on voit les profits des banques. La richesse, elle est là. Elle est de moins en moins distribuée. Et cet automatisme de dire qu'il faut la créer pour la distribuer, et elle ne serait vraie que si on avait arrêté de la créer. Or, on n'a jamais arrêté de la créer. On a toujours augmenté. Comment se fait-il que sur la redistribution, on a diminué? Il y a une contradiction, là, à la base. Quelques statistiques, selon l'OCDE, il disait, par exemple, entre 1979 et 2001, donc en 20 quelques années, les 20 les plus pauvres de la planète ont vu leur revenu augmenter de 8 Quand on prend le revenu médian de la planète, donc ceux du milieu, les 20 du milieu, ça a augmenté de 17 Puis quand on prend le 1 les plus riches de la planète, sur la même période, ils ont vu leur revenu augmenter de 139 Donc on voit que la répartition de la richesse est faite vraiment au détriment de la classe moyenne, des plus pauvres et au profit des plus riches. Le capitaliste, le dirigeant d'entreprise, voit toujours d'un mauvais œil toute dépense gouvernementale ou presque toute dépense parce qu'il n'y a pas un profit qui lui est associé, il n'y a pas un taux de profit qui lui est associé. On n'a pas les moyens de. Comment se fait-il qu'eux autres ils ont les moyens, par exemple, de privatiser la santé? C'est parce que c'est payant. C'est parce que c'est payant. Ce qu'ils disent, dans le fond, quand ils disent ça, ils disent pas on n'a pas les moyens de nos services de santé ou on n'a pas les moyens de nos services de sécurité alimentaire. On n'a pas les moyens. On ne veut pas payer. Il faut entendre, on ne veut pas payer collectivement pour des services dont tout le monde bénéficie. On aime mieux les vendre individuellement, quitte à exclure ceux qui ne sont pas capables de payer, parce que ça va nous rapporter de l'argent, alors que les dispenser collectivement à tout le monde, ça ne nous rapporte pas d'argent. Dans le fond, c'est ça qu'ils nous disent quand ils nous disent qu'on n'a pas les moyens. Du point de vue social, et même pour les entreprises en bout de compte, les dépenses du gouvernement en éducation, en santé, même en aide sociale, c'est un investissement. Hein, ça permet de réduire les taux de criminalité, ça permet d'augmenter, pour parler dans leurs termes, la production économique. Y a-t-il une société qui a les moyens de ne pas avoir de système d'éducation? Y a-t-il une société qui a les moyens de ne pas avoir de services de sécurité alimentaire, étant donné le monde complexe dans lequel on vit? On pourrait renverser la question. Si notre évaluation, ce n'est qu'en termes de dollars et de coûts monétaires, évidemment, on a les moyens de rien parce que ça ne produit pas de l'argent, ça produit du bien-être. On dit que l'impôt tue l'investissement, tue l'économie. Encore une fois, c'est faux. La preuve, c'est que le Forum économique mondial fait un classement de compétitivité d'une vingtaine de pays à chaque année. Et à chaque année, c'est les pays scandinaves qui se classent dans la tête de peloton. C'est des pays où l'impôt est très élevé. Suède, Danemark, ou Finlande, Norvège, les pays d'Europe du Nord, là, de la Scandinavie.
Sur les questions de mortalité infantile, par exemple, ces pays-là se classent dans les premiers. Sur certains classements de compétitivité, ils seraient parmi les pays les plus compétitifs. Sur la protection de l'environnement, c'est les pays qui sont souvent les plus en avance. Mais comme dit l'économiste en chef du Forum économique mondial, qui s'appelle M. Lopez Claros, il dit « Les pays du Nord prélèvent d'énormes recettes fiscales, puis les dépensent. Mais ils font un usage très efficace de ces recettes. Ils les remettent dans l'économie avec un plus qui finance les infrastructures ou l'éducation. » Il y a des économistes qui disent, puis moi je pense que c'est vraiment important, qu'il n'y a pas juste le niveau de la richesse qui compte, mais son contenu, ce que tu fais avec. Les États-Unis sont parmi les pays les plus riches, mais s'ils décident de construire des tanks, puis des missiles, puis ne pas fournir des services de santé à leur population, bien, ça fait en sorte que dans les classements de mortalité infantile, entre autres, les États-Unis se trouvent 41e sur la planète, alors qu'ils sont 2e en termes de richesse. On dit qu'avec le vieillissement de la population, on n'aura plus les moyens de se payer nos services. Donc, il faut se dépêcher à rembourser la dette parce que là, on s'en va, on est au bord du gouffre, les huissiers frappent à nos portes. Hein, c'est des choses qu'on a entendues. Mais la dette qu'on connaît, la dette publique au Québec, c'est principalement des investissements passés. Hein? Regardons tous nos systèmes d'hôpitaux, nos infrastructures, nos écoles, nos routes, ainsi de suite. Donc, c'est principalement ça. Il faut voir que la dette, c'est toujours un capital pour quelqu'un. C'est pas un passif en soi. C'est qui la possède, la dette, qui peut mettre un État dans une mauvaise posture. Or, dans les pays occidentaux, ce sont nos propres institutions, nos propres citoyens, nos propres entreprises qui, en majorité, possèdent nos dettes. Donc, on se doit de l'argent à nous-mêmes. Il y a une vue de l'esprit, dans le fond, de nous dire que c'est un gros problème parce que, vous le savez comme moi, quand vous achetez une maison, vous la payez sur 25 ans, vous ne vous sentez pas plus mal pris parce que vous payez votre maison sur 25 ans parce que vous savez qu'elle va vous durer 25 ans. Ce qui est un problème différent de la dette des pays en voie de développement, qui, elle, est un coupe-gorge parce que la dette n'est pas détenue au même endroit et par les mêmes acteurs. Et là, ça pose un problème parce que là, ça donne le pouvoir à ceux qui possèdent la dette sur ceux qui n'ont pas d'argent, effectivement.